Vous êtes nombreux au rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, merci de nous préférer. Voici le sommaire de cette édition. Installation des membres de la commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice au Bénin. La cérémonie officielle s'est déroulée ce lundi 20 novembre 2017. Nous en parlerons dans ce journal. Quelle est la place qu'occupe la télévision à l'heure des technologies de l'information et de la communication? C'est la question qui est posée ce mardi 21 novembre 2017, journée mondiale de la télévision. En interactualité, nous parlerons culture avec Kaila, artiste malgache qui utilise le slam pour sensibiliser la population face aux maux qui minent la société. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition par la cérémonie officielle d'installation des membres de la commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice au Bénin. Et c'était ce lundi 20 novembre 2017 en présence du ministre de la Justice et de la Législation à la salle de conférence du ministère de la Justice à Porte-Novo. Amel Didier Rumpénouji, Aristide Setti, Romaric Devauchy pour le compte rendu. En considérant bien entendu que vous avez l'absolu pouvoir de solliciter les ressources humaines que vous souhaiteriez nécessaires à entendre et à écouter, que j'installe officiellement la commission en charge de la relecture du statut des greffiers et officiers de justice. C'est parti. Les membres de la commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice du Bénin ont été installés ce lundi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Djogbenou. Ils sont au total 7 membres qui sont chargés de l'étude et de la révision de la loi 2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice en République du Bénin. Il s'agira pour eux de corriger à travers les propositions les chapitres qui présentent des insuffisances dans leur application, définir les attributions des greffiers et celles des officiers de justice et corriger les dysfonctionnements objets de conflit par rapport aux autres corps judiciaires. Le garde des Sceaux, Joseph Djogbenou, a tenu à attirer l'attention des membres de cette commission sur la tâche combien noble qui les attend. Nous sommes aujourd'hui en train d'installer la commission en charge de la revue du statut des officiers de justice et des greffiers. Cela est nécessaire. Cela est nécessaire en raison de ce que plus d'une dizaine d'années, les textes doivent être en harmonie avec les conditions actuelles de travail et de vie. Je voudrais en premier lieu remercier Monsieur le Président de la Commission, messieurs les membres de la Commission, d'avoir accepté d'honorer de leur intelligence, de leur disponibilité, ces travaux. L'objectif est triple. Le premier volet de cet objectif, en ce qui concerne le statut des greffiers et des officiers de justice, c'est d'abord améliorer. Le second objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une clarification. Et le troisième objectif, c'est la responsabilisation. J'appelle, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Commission, votre attention sur les réponses au plan disciplinaire à apporter, sur les innovations à apporter, afin que nous puissions, par nous-mêmes, avec nous-mêmes, au sein de la justice, balayer la maison de la justice. La commission ainsi installée dispose d'un délai de 1 mois pour accomplir sa mission. Le président de la commission, Moncho Eric Agbassa, et ses commissaires ont du travail pour aboutir à des propositions acceptées de tous. Restons à Porte-Novo, mais cette fois-ci du côté de l'Assemblée nationale où les grandes lignes du budget 2018 du ministère du cadre de vie et du développement durable ont été examinées ce lundi 20 novembre 2017 à l'Assemblée nationale. Le ministre José Didier Tonato a soutenu un budget de près de 118 milliards de francs CFA, dont 112 milliards en ressources et le reste en dépenses de fonctionnement. Nous vous proposons un
un extrait de ses propos à la fin de son audition à l'hémicycle. Il importe de rappeler que le ministère du cadre de vie et développement durable couvre l'aménagement du territoire, le développement urbain, l'habitat et la construction, l'environnement et les eaux et forêts. Donc c'est un secteur avec une dimension transversale qu'il faut souvent prendre en compte dans l'appréciation des données. Cela dit, nous avons un budget d'à peu près 78 milliards pour environ 72 milliards de ressources en capital et le reste en dépenses de fonctionnement. Voilà globalement, c'est un ministère qui est fondamentalement axé sur la réalisation des projets phares du gouvernement. Nous avons passé 2017, comme vous le savez, à finaliser les études techniques de faisabilité, études techniques et les différents dossiers d'appel d'offres. Nous allons donc entrer à partir de 2018 dans la phase opérationnelle de ces projets-là, notamment le projet des 20 000 logements économiques qui démarre par le premier site de 11 000 logements économiques à Ouedo. Il y a le programme qu'on appelle le projet asphaltage qui est très attendu, qui va consister à la réhabilitation de la voirie de l'assainissement dans 9 de nos grandes villes, Cotonou et les villes secondaires, 660 km de voirie. Et il y a ensuite le projet de gestion des déchets du Grand Nokoué. Vous avez tous entendu parler ici du projet PUGEMU, le programme d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. Ce projet-là a traité de façon, sur le plan des études et des premières approches de la question de la gestion des déchets. Le gouvernement prend le relais avec le projet de modernisation sur les 5 communes de Porto Novo, Semepodi, Cotonou, Abomey, Calavi et Huida pour en faire un grand projet de gestion des déchets qui couvre la collecte, le transport, le tri-valorisation et l'enfouissement sanitaire. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés membres de la commission budgétaire ont aussi examiné, toujours ce lundi, le budget de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le montant défendu par Étienne Fifatin, président de l'institution, s'élève à 383 millions de francs CFA. Écoutons Étienne Fifatin. Nous avons ce matin présenté le projet de budget de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui s'élève un montant de 383 millions et contre un montant initial de 447 millions pour le budget 2017. C'est vrai que ce budget a subi un abattement de 14% environ. Nous avons plaidé que ce budget soit revu à la hausse en raison d'un certain nombre de défis. Un certain nombre de défis que nous avons à relever et ces défis sont nombreux. Évidemment, par rapport à ces défis tels qu'on les a présentés aux députés, et je crois savoir qu'ils ont été très sensibles à ce plaidoyer, et ces défis, c'est d'abord la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent. Vous savez qu'aujourd'hui, nul n'échappe à ce que je peux appeler également comme fléau, même si l'outil en tant que tel est un outil de développement. Mais on a fait un usage abusif. Il faut faire en sorte désormais par rapport à ces taxes de notre projet pour accompagner les populations. D'abord, nous avons un devoir d'information des citoyens pour savoir comment utiliser cet outil, pour les mettre devant leurs responsabilités. Pourquoi ne pas et pour rappeler également les dispositions de la loi qui encadrent le fonctionnement des données, la protection des données personnelles. Et vous savez qu'aujourd'hui, les informations circulent. N'importe qui peut envoyer n'importe quelle image, n'importe quel propos. Et tout cela circule, nous regardons et il y a beaucoup de victimes et qui ont d'ailleurs, certains ont porté plainte, déposé des plaintes à la CNIL. C'est le premier axe. L'autre axe sur lequel nous voulons mettre l'accent, c'est les besoins d'équipement.
Mardi 21 novembre, le monde célèbre la journée de la télévision. Initiée en 1996, elle vise à encourager les échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix et d'autres thématiques. Mais seulement de 1996 à 2017, le monde a évolué avec la technologie au point où on se demande quelle est aujourd'hui la place de la télévision à l'ère des TIC. La réponse avec Frégis Seroulan, Frégis Fiossi et Denis Marouya. Rester assis devant son écran télévisuel et suivre des programmes, ce rituel a perdu son aspect sacré au fil des années au point où la télévision elle-même en a perdu sa majesté. La télévision n'occupe plus la place qu'elle occupait dans ma vie, je dirais il y a 5 ou 6 ans. Les causes de ce déclin de la télévision sont bien à attribuer en partie aux nouveaux gadgets des temps présents, les technologies de l'information et de la communication à l'instar des smartphones. Nouvelle édition de journal sur Eden Télévision. Et oui, c'est bien là un journal télévisé qui défile sur l'écran mobile d'un smartphone. Les téléspectateurs ne se font donc pas prier, c'est avec cœur joie qu'ils font des infidélités à leur écran télévisuel traditionnel au point d'enclencher une procédure de divorce. Est-ce que vous avez les informations en temps réel et parfois même si elles ne sont pas toujours vraies, vous avez quand même beaucoup d'informations à la fois. Sur mon smartphone, n'importe où je suis, à n'importe quel moment, je peux suivre les informations. Je suis plus accrochée à mon smartphone que la télévision. Au bureau, là, par exemple, je n'ai pas de télé, mais je peux suivre les informations sur mon smartphone. WhatsApp, Facebook, Twitter, et BBC, RFI. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux qui occupent mon temps. Et donc, c'est ce que je trouve à dire. Pour moi, la télévision est en dernière position. Mais la télévision, telle qu'on l'a connue depuis des décennies, compte encore dans ses rangs de fidèles soldats. Enfin, disons 60% pour la télé et 40% pour le smartphone. Dès que je rentre du travail ou avant d'y aller, la première chose, le premier réflexe, c'est de capter la télévision pour voir ce qui s'est fait dans le monde en mon absence. Une fidélité qui n'est pas anodine. Les réseaux sociaux permettent effectivement d'avoir des informations. Mais je fais partie, par exemple, d'un groupe où la règle d'or, c'est de ne rien publier dont on n'a pas la preuve. Et quand vous avez une information par votre smartphone et qu'une chaîne de télévision renommée la confirme, je crois que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prudent que de publier à tout va tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc, je crois que la télévision reste, malgré quelques ratés, l'endroit où on est certain d'avoir des informations plus ou moins fiables. Mais même au sein des infidèles de la télévision, quelques-uns reviennent devant leurs écrans, courtisés par certains programmes. Je suis plus fan de football. Donc quand je suis à la maison, je regarde le football, mais bon, parfois je suis contraint de regarder les feuilletons parce que c'est ça que les femmes, les filles, ma fille aussi aiment regarder. C'est regarder telenovelas. D'ailleurs que toutes les femmes adorent. Et à part ça, National Geographic pour avoir des connaissances. Après, on a Discovery Channel. S'il est vrai qu'il est possible aujourd'hui pour certains téléspectateurs de vivre sans la télévision traditionnelle, elle demeure cependant dans les vies. Alertés par les signaux d'une disparition forcée, les télévisions traditionnelles ont tout de même trouvé l'alternative pour survivre en faisant des smartphones des partenaires. Où vous conduisez-vous? Je nous conduis aujourd'hui au Zimbabwe tout simplement puisque c'est le cœur de l'actualité africaine cette dernière. Restons avec Frégis Seroulan qui a cherché aussi à connaître le regard des Béninois sur les télévisions béninoises. Suivons leur réaction. Depuis un certain moment, et chaque samedi, je suis tout au moins à Capella, sur l'ORTB, c'est tout. Et peut-être des fois, quand j'entends qu'il y a un débat houleux sur Golf TV, j'allume. Mais sinon, je n'ai pas du tout l'envie, l'engouement de suivre les chaînes béninoises. Béninoises, non, disons. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas du tout. Mais je ne suis plus fréquent, c'est le plus fréquent de suivre
les chaînes béninoises. C'est avec le temps et peut-être avec les prestations qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous avons sur les autres chaînes qui nous ont amené à laisser tomber les chaînes béninoises. Parce que vous savez aussi, les chaînes béninoises sont politisées. Je pourrais dire en quelque sorte sont politisées et sont à la solde parfois des gouvernants. Et vous n'avez que parfois ce que le gouvernement veut que vous ayez. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez l'information, que ça qu'il soit opposant, qu'il soit mouvancier, vous avez l'information comme elle doit être servie. Donc, voyez-vous, c'est ce qui fait que on a laissé tomber un peu les chaînes béninoises. Je me suis rendu compte que, surtout à partir de 2006, on avait l'impression de devoir choisir entre la peste et le choléra. D'un côté, on ne présente que les choses en blanc, de l'autre que les choses en noir. Et donc, cela m'a un peu dégoûté de la télévision béninoise. Et donc, c'est pourquoi je préfère, dans une certaine mesure, les chaînes occidentales pour savoir ce qui se passe. Je fais quelques rares incursions sur l'ORTB, quand par exemple on signale le Conseil des ministres et autres, mais je ne suis plus très fan des chaînes de chez moi. Le programme se ressemble presque à la politique. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Nos chaînes nationales ennuient. On aurait aimé par exemple que les chaînes de chez nous ne fassent pas trop dans le béni oui. Par exemple, un certain décryptage de l'information. Quand vous suivez TF1 ou France 2, quand le président de la République fait un discours, reçoit les journalistes, il y a une rubrique qu'on appelle l'œil de 20h ou quelque chose comme ça. Le président dit-il quelque chose du chômage? Vous avez un spécialiste qui décortique cela. Dit-il quelque chose de n'importe quel autre sujet de société? Il y a ça. Chez nous, la parole officielle est un peu une parole divinisée. Quand les chefs disent, c'est le cas. Pourquoi, par exemple, ne pas faire des émissions ou des programmes qui nous permettent comment entreprendre, comment avoir de l'argent, parce que toute la jeunesse est concentrée sur ça. Quel travail il faut faire pour avoir de l'argent? À part ça, la jeunesse, on adore se distraire. À part ça, les programmes de distraction, comme ce que nous montre Voice Africa, je crois que c'est le Voice Afrique francophone. Peut-être qu'ils peuvent s'inspirer mieux, un peu plus des programmes que les autres nous font passer et qui font que nous allons vers ces chaînes-là. Aujourd'hui, moi je dis, s'il y a une chaîne béninoise aujourd'hui qui a la capacité de nous faire diffuser, je parle même de la Champions League. Je suis persuadé que, comment dire, il y a un terme là, son éditoire va grandir. Je voudrais que les télénovelas passent moins et qu'on nous diffuse beaucoup plus les cinémas de nos réalisateurs. Il y a des jeux ludiques, des jeux de génie en herbe qui doivent quand même éduquer, mais qui ne passent pas régulièrement. Terminons la page Nation de cette édition par cette affaire de placement hasardeux dans laquelle le syndicaliste Laurent Métognon est interpellé. Que pensent les citoyens béninois de cette affaire? Carole Olaye a recueilli les avis. Suivez plus tôt. À l'interpellation de M. Laurent Métognon, vous savez que nous sommes dans un pays de droit, un pays de démocratie. Nul n'est au-dessus de la loi. Quel que soit son titre ou son genre, ou etc., sa place sociale, s'il enfreint la loi ou bien il est concerné par, s'il concerne la gestion d'une institution bancaire ou financière, il est normal quand même qu'il soit interpellé, interviewé, qu'il donne son point de vue sur ce qui s'est passé réellement. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on ne doit pas interpeller telle personne ou telle personne. Et je crois qu'on doit laisser la justice faire son travail. Nous sommes en train d'apprendre sur les réseaux sociaux que le DG de la banque aurait dit qu'il a donné 2 millions par tranche à Laurent Métognon plus une bouteille de champagne. Alors, là où se situe la vérité, nous ne le savons pas. Et dans cette affaire, nous sommes en train de voir qu'il y a, c'est-à-dire, il y a le fait qu'on nous a parlé d'une ruse et d'une rage là. On sent ça dedans. Puisque Laurent Métognon
vous le savez bien, hein, il fait partie donc de la FSP. Et c'est eux qui sont en train de ils dénoncent le gouvernement à tout moment. Vous voyez, est-ce que c'est ça, la ruse et la rage a pris pour lui faire ça? On ne comprend pas. En son temps, si monsieur Motoyon refusait qu'on ne peut pas placer ce fonds dans une banque qui est presque en agonie, je pense que le DG du CNSS ne peut pas avoir le courage de placer cette somme dans cette banque. Donc, quelque part, sa responsabilité. Si quelqu'un a fait quelque chose dans le pays, il faut qu'on laisse la main à la justice faire son travail. Je ne vois pas pourquoi il y a tant de rumeurs partout. Hein? Si maintenant, s'il est neutre, il est clair dans cette affaire, il est libre de rentrer. Mais si le problème le suit, je ne vois pas quel problème qui va encore le laisser. Il faut que tout le monde se taise pour laisser la main à la justice faire son travail. Parlons changement climatique en interactualité et allons tout droit au Maroc où la rareté des pluies due au réchauffement climatique contraint les agriculteurs à utiliser d'autres moyens pour s'approvisionner en eau. Il s'agit des pompes à eau souterraine grâce à l'énergie solaire. C'est un reportage de l'agence France Presse. Dans les montagnes marocaines, la majorité des habitants vivent de l'agriculture. Mais avec le changement climatique, les pluies sont de plus en plus imprévisibles. Ici, une association a donc installé des pompes alimentées à l'énergie solaire pour récupérer l'eau souterraine. Pendant de nombreuses années, nous avons fait venir de l'eau de très loin. On devait passer plus de 3 heures pour aller chercher de l'eau à 3 ou 4 km d'ici. Auparavant, les agriculteurs utilisaient des générateurs au diesel. Mais dans ces montagnes, l'énergie solaire est une ressource illimitée et non polluante. Sidik est le gardien du puits local depuis 17 ans. Aujourd'hui, Dieu merci, tout fonctionne avec l'énergie solaire. Avant, l'essence était chère, les fermiers payaient 5 € de l'heure pour de l'eau. Mais aujourd'hui, à ce prix, ils peuvent avoir 4 heures d'eau. C'est encourageant. Les fermiers peuvent survivre. Pour préserver la moindre goutte d'eau, des bassins ont aussi été installés pour récupérer l'eau de pluie. Nous avons des bassins pour vraiment collecter l'eau pluviale et nous sommes en train aussi de travailler sur l'utilisation du brouillard pour récupérer l'eau. Au fil des années, beaucoup sont partis du village pour chercher une vie meilleure en ville. Mais avec les nouvelles pompes, certains sont revenus cultiver leurs terres. 450 agriculteurs profitent aujourd'hui de cette eau solaire. Pour finir cette édition, allons à la découverte de Kaila, dont je vous parlais en titre, jeune artiste malgache. Elle utilise le slam pour dénoncer les maux qui minent la société, comme les violences faites aux femmes. Suivez ce reportage pour mieux comprendre. Révolte, rage, désespoir parfois, mais aussi engagement se mêlent sous la plume de Kaila. À 22 ans, la slameuse, poète en herbe comme elle se décrit elle-même, ne mâche pas ses mots. Les politiciens, les effets néfastes de la mondialisation, mais aussi la violence conjugale sont aujourd'hui ses principales cibles. J'ai un texte qui parle d'une femme qui se fait battre au sein d'un foyer. Le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est pas que je suis une femme et qu'on dit entre guillemets en malgache fanaka malem, objet mou, que tu vas me piétiner, que tu vas me tabasser. Kaila a commencé le slam à 16 ans. Il y a quelques mois, elle a fait le buzz sur Internet après la diffusion de son premier clip.
Une célébrité récente qu'elle utilise pour parler de son concept, la slamothérapie. Une fois par semaine, elle se rend dans cette association pour proposer à des mamans précoces de soigner leur mal-être avec les mots. J'aurais aimé avoir une autre vie, ne pas vivre dans le mépris. J'aurais aimé être comme toi, vivre dans une belle maison, des familles cyclones. Nanzar est une des bénéficiaires de l'association. Quand il a appris elle est tombée que enceinte j'étais à 16 ans. enceinte, Aujourd'hui, elle vit dans cette pièce Il ne reste seule que ma avec sa fille et fille de moi. 4 mois. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est de devoir trouver de l'argent alors que je suis encore en formation. À Madagascar, une adolescente sur 3 est enceinte ou a déjà eu un enfant avant 18 ans. Nanzar trouve du réconfort dans le slam. J'étais enceinte. Je ne pouvais pas le cacher. Qui devrait avoir honte, toi ou moi? Je transpire comme de l'huile. Pour Kayla, la slamothérapie permet de briser les tabous. Ici, on parle de tout, religion, argent ou encore sexualité. Point d'humour sur la prostitution, par exemple, en disant ouais, voilà, mais il n'y a pas de mauvais emploi ou quoi. Je suis une prostituée, je m'assume. On sent quand même la joie de vivre, ou sinon la force, au fait, de dire que malgré ce qui m'est arrivé, je reste une femme forte. Douleur, mais aussi joie de vivre et force. À travers le slam, ces mamans précoces ont aussi appris à s'accepter. Et que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes de EDN TV et à bientôt.